basa basa kabanenue basa basa mayelue bano ibasi basingana kadukuna zamiba wame. Faut pas blaguer des Ziana TV, y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer des Ziana TV, y a pas de Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Une fois de plus, merci de rester fidèle à nos programmes. Ce soir, nous allons parler d'un homme et encore d'un homme, Pascal Lissouba. Je rappelle donc que l'ex-président de la République nous a quittés le 24 août dernier à Perpignan, bien sûr, en France. Il va être inhumé lundi prochain et pourtant, depuis hier, vous voyez sur Ziana TV, des thématiques spéciales afin d'honorer sa mémoire et surtout de parler de l'homme que certains ont connu, notamment mon invité qui est avec moi dès maintenant, Monsieur Kovalin Tibina Kwangu. Bonsoir, Monsieur Tibina Kwangu. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Merci, Kovalin Tibina Kwangu. Alors, je rappelle juste que vous êtes donc économiste, chef de projet dans le secteur des nouvelles technologies et président de la Fédération Renaissance africaine Congo-Brazzaville. Vous dirigez également un think tank, Observatoire panafricain de la tribalité. On reviendra sur cet aspect puisque Pascal Lissouba lui-même a parlé de la tribu, peut-être pas de la tribalité, il n'a peut-être pas utilisé l'expression, mais enfin, il en a beaucoup parlé et surtout, nous reviendrons par rapport à son parcours. Alors, Kovalin Tibina, par rapport à d'autres invités, vous avez une particularité, je vais peut-être le dire publiquement, c'est que vous êtes le filleul du défunt Pascal Lissouba. Est-ce que vous avez déjà un mot filial à lui dire ce soir publiquement? Publiquement, je ne peux que lui dire toute mon affection. Et je sais qu'aujourd'hui, nous sommes dans le deuil et nous sommes en pleurs car nous venons de perdre un grand homme, une grande intelligence, un grand esprit. Et je disais dans le petit mot que j'ai fait quand j'ai appris son décès que je ne voulais pas pleurer parce qu'il nous laissait vraiment un exemple de dignité, un exemple de fierté. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'être ses disciples, ses fils spirituels. Voilà, une fierté. Donc, voilà, fierté et vraiment, nous avons envie de continuer l'œuvre qu'il a pu déjà faire au cours de ses années de vie. Voilà, alors, on va revenir donc, bien sûr, par rapport à cette fierté que vous partagez. C'est une fierté, on peut le dire aujourd'hui, partagée aussi par de nombreux Congolais. Vous l'avez bien connu, Pascal Lissouba. Quel homme était-il, Kovalin Tibina Kwangu? Alors, Pascal Lissouba, c'est un homme d'une grandeur extraordinaire. Je peux le dire ce soir et je n'aurais pas honte de le dire. C'est l'un des plus grands esprits qui soit né sur la terre congolaise. C'est l'une des plus grandes intelligences qui soit née sur la terre congolaise. C'est vraiment quelqu'un d'un niveau intellectuel, moral, que beaucoup de Congolais n'ont pas encore atteint. C'est vraiment une sommité, Pascal Lissouba. C'est pour cela que nous sommes tristes aujourd'hui et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui a été très très proche de la famille et je peux vous dire que nous avons toujours considéré cet homme comme un grand homme. Quand j'étais enfant, on nous disait dans la famille qu'il existait un Congolais qui était un génie et qui savait tout faire. Et quand je suis devenu adolescent, je l'ai découvert et je peux vous dire que ça a confirmé tout ce qu'on me disait quand j'étais un jeune enfant, un jeune étudiant. Voilà, jeune enfant, jeune étudiant, les yeux pour Lissouba.
Il a été président de la République. Vous l'avez connu puisque votre papa a été dans le gouvernement qui avait permis en fait à Lissouba de s'installer. Tout à fait. Comme ministre de la Justice et garde des Sceaux. Voilà. Alors, à ce moment-là, quel regard avez-vous sur ce président? Écoutez, à ce moment-là, nous avons préparé en 91 la campagne électorale. Et c'est bizarre, nous savions qu'il allait être élu président de la République. Pour nous, c'était une évidence. On n'a jamais pensé qu'il pouvait perdre cette élection. Et donc, le 31 août 1992, lorsqu'il gagne cette présidentielle, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la fierté et nous savons que le grand combat commence. Donc, mais ça a été vraiment de grands moments de joie, d'allégresse au sein de la famille, au sein des sympathisants de l'UPADS, au sein des proches du président Lissouba. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, c'était quelqu'un d'extraordinaire, Pascal Lissouba, Covalent Tibinda Kongou. Aujourd'hui, cet homme nous a laissé. Dans quelles circonstances avez-vous appris? On savait qu'il était malade, bien sûr. Comment est-ce que vous avez appris, en fait, sa mort? Ben, écoutez, en tant que proche, j'étais déjà informé depuis quelques semaines que ça n'allait pas bien. Donc, je m'attendais déjà au pire. Donc, je n'ai pas été surpris comme certains le 24 août. J'avais l'information et je savais que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Donc, nous nous étions déjà préparés psychologiquement à cet état de fait et on savait qu'il avait fait son temps et qu'il devait partir. Et on pouvait rien. Donc, c'est lundi matin, des membres de la famille m'ont appelé pour m'avertir que le président était parti. Je ne vous entends pas. Je n'ai pas de là, son. vous m'entendez, Covalent Tibinda Kongou? Tout à fait, tout à fait. Là, je vous entends. Vous me disiez donc que le président est parti, et pourtant il reste dans la mémoire de nombreux Congolais. Vous le voyez, vous le lisez sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous retenez de ce que disent aujourd'hui les Congolais de Pascal Lissouba? Ben, écoutez, c'est assez contrasté, mais pour nous, les Lissoubistes, nous savons que Pascal Lissouba a été un grand homme. Pascal Lissouba, sur le plan scientifique, a été reconnu au niveau international. C'est l'un des Congolais les plus capés dans son domaine. Sur le plan politique, il est le premier président élu démocratiquement. Il est tout un symbole. Il représente pour nous la démocratie. Il est le père de la Constitution du 15 mars 1992 et il est également celui qui détient tous les sceaux de ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine. Et vous savez que tout ce qui s'est passé à la conférence nationale souveraine a été écrasé le 15 octobre 1997. Donc pour nous, Pascal Lissouba, c'est d'abord un principe démocratique, c'est un homme qui représente les valeurs démocratiques et surtout l'homme qui est arrivé au pouvoir par les urnes et non par le goût du sang ou par la force. Voilà, l'homme qui est arrivé par les urnes, bien sûr. Alors, on va quand même aborder un aspect très important, Covalent Tibinda Kongou, puisque vous voulez parler ce soir de la situation, je dirais, qui divise certains militants de l'UPADS et certains proches de Lissouba par rapport à la famille qui a décidé de pouvoir le ramener, l'enterrer ici, puisque certains voudraient qu'il reparte se reposer à Tingidi, sans doute, dans son pays natal, le Congo. Alors, Covalent Tibinda Kongou, pourquoi avez-vous signé cette pétition qui demande à ce que le corps de Pascal Lissouba ne reparte pas au Congo? Bon, mais Monsieur Siamakoso, imaginez le général de Gaulle en 1942 à Brazzaville. Il perd la vie à Brazzaville alors que Brazzaville était capitale de la France libre. Et imaginez que le général de Gaulle demande à sa famille de se faire enterrer à Colombey les deux églises
alors que Pétain est encore au pouvoir. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose comme ça? Vous avez donc De Gaulle qui représente la liberté, qui représente le combat pour la dignité de la France, et vous avez en France, vous avez Pétain qui représente, lui, la collusion avec l'ennemi. Et là, nous sommes dans la même situation. Nous avons un président élu démocratiquement qui a été enlevé. Le président Pascal Lissouba n'a jamais changé ou n'a jamais quitté le pouvoir de façon normale, de façon démocratique. Il est en exil et le putschiste est toujours au Congo et nous ne comprenons pas comment dans ces conditions on peut ramener un homme qui pendant plusieurs années nous a dit qu'il n'allait jamais s'agenouiller devant Sassou. Il y a des écrits qui sont là où le président Pascal Lissouba parle de M. Sassou Nguesso comme un général félon. Le président Lissouba a même dit qu'il ne considérait pas ce général félon comme un président de la République. Et nous nous rendons compte aujourd'hui qu'on veut ramener les restes du président Pascal Lissouba en face de quelqu'un qui représente la prise du pouvoir par les armes. Pour nous, c'est une question de dignité. Le président Pascal Lissouba est resté en exil pendant 23 ans. Il n'est pas question qu'il soit humilié une nouvelle fois en le ramenant dans un pays gouverné encore par une dictature. Nous le ramènerons au pays lorsque l'état de droit, lorsque la démocratie sera rétablie. Et à ce moment-là, nous nous rendrons un grand hommage. Il y en a d'autres qui sont là, comme Mungunga Kombongila, tous ces patriotes qui sont morts en exil. Nous les ramènerons au pays le moment venu, lorsque la démocratie sera réintégrée, et nous les installerons au panthéon des grands hommes de la nation congolaise. Donc voilà notre vision. Pour nous, le président Lissouba s'était exprimé. Il avait dit qu'il ne pourrait jamais s'agenouiller devant le dictateur de Brazzaville. Il y a également une seconde raison, parce que Lissouba, ce n'est pas un petit homme. Lissouba, c'est un égrégore. Lissouba, il y a une dimension métaphysique dans Lissouba. Donc, ramener le président Lissouba au Congo, c'est comme si vous le tuiez une deuxième fois. Et nous estimons que le président Lissouba doit rester ici jusqu'à ce que les conditions d'un état de droit soient rétablies au Congo. Et à ce moment-là, nous pourrons le ramener au pays. Imaginez, M. Makosso, si vous prenez les restes du pape Jean-Paul II et que vous les amenez, par exemple, en Afghanistan, là où il y a des talibans, vous pouvez être sûr que les talibans vont jouer avec ce cadavre. Donc, dans le cas de notre président Pascal Lissouba, il n'est pas question que des gens jouent avec ses reliques et son corps physique. Alors, concrètement… Voilà pourquoi nous avons initié cette pétition et que nous demandons à tous les Congolais épris de justice, à tous les Congolais épris de démocratie, de la signer afin de faire pression pour que le corps du président Pascal Lissouba ne rentre pas au Congo maintenant. Nous le ramènerons. Nous ne sommes pas en opposition à la famille. Nous sommes d'accord avec la famille que le président Pascal Lissouba doit repartir chez lui, mais ce n'est pas le moment. Il rentrera chez lui quand la démocratie sera restaurée et nous irons le mettre au panthéon des grands hommes de la nation congolaise. Nous le mettrons à côté de sa maman Marie Bwanga sans aucun problème. Donc pour nous, il n'y a pas vraiment de difficulté entre la famille et nous. Je pense que ce soit la famille ou nous voulons réserver, nous voulons une certaine dignité pour ce grand homme qu'il a été. Alors, Kovala Tibina Kongo, est-ce que vous ne pensez pas que vous violez l'intimité familiale de la famille de Lissouba? Mais je ne me souviens pas que le président Lissouba ait été élu par sa famille. Moi, je sais que le président Lissouba a été élu. Et pourtant, c'est sa famille qui organise ses obsèques. Pour l'instant, il n'y a pas quelqu'un d'autre que sa famille pour prendre en charge et organiser ses obsèques. Justement, je vous parlais de la dimension métaphysique de ce personnage
je vous dis que le président Pascal Lissouba, ce n'est pas un petit homme, ce n'est pas l'enterrement de Kovalan Tibina, c'est l'enterrement de Pascal Lissouba, l'un des plus grands esprits qui soit arrivé, qui soit né sur la terre congolaise. Donc, nous sommes tous les enfants de Lissouba, nous sommes tous ses parents. Maintenant, il y a des gens qui ont le lien de sang, mais nous avons le lien par l'esprit, nous avons le lien par la pensée, par l'idéologie. Donc, je pense qu'avec la famille, nous avons le même objectif, celui d'honorer et celui de ne pas permettre que le président Pascal Lissouba soit mis en conditions difficiles face à quelqu'un qui l'a enlevé du pouvoir dans des conditions que nous considérons très, très graves. La famille a publié aujourd'hui un communiqué dans lequel on peut quand même comprendre texto que Lissouba repartira au pays, mais on n'a pas dit qu'à la fin, quand Sassou ne sera plus là, ça veut dire que si demain les conditions sont réunies, même sous Sassou, il rentrera au Congo. Ben, ça serait le plus grand drame pour ce leader. Je pense que le président Pascal Lissouba restera en France et qu'il n'y a aucun intérêt à le ramener au Congo, car il n'a jamais dit de son vivant qu'il allait aller s'agenouiller. Ramener le corps du président Lissouba à Brazzaville ou à Pointe-Noire avec les putschistes qui viennent se prosterner ou saluer ce corps, c'est une forme de défaite historique, cher Sir Makosso. Alors, Kovalan Tibina Congo, maintenant que vous avez pris position pour que ce corps reste en France, tout en sachant qu'il y a eu aussi dans les médias, notamment sur les réseaux sociaux, certains qui accusent Jérémy Lissouba et sa mère en complicité avec d'autres, notamment le premier secrétaire de l'UPADS, de pouvoir marchander ce corps avec le pouvoir de Brazzaville. Est-ce que vous partagez, je dirais, ces accusations qui ne sont pas avérées? Bon, Jérémy Lissouba, c'est mon petit frère. Donc, je peux vous dire que j'ai discuté avec Jérémy. J'ai discuté avec Jérémy. Je pense que Jérémy m'a compris. Jérémy aussi écoute les conseils des uns et des autres. Et j'imagine que tout cela va être réglé. Le président Pascal Lissouba ne rentrera pas à Tingidi. Et le président Pascal Lissouba ne sera pas déshonoré en le ramenant au pays dans de telles conditions. Nous ramènerons le président Pascal Lissouba au Congo lorsque les conditions démocratiques seront réunies, lorsque l'état de droit sera rétabli, et le président, ça a toujours été le souhait du président Pascal Lissouba. Donc, s'il faut bien comprendre, Kovalan Tibina Congo, n'eût été cette pression, le corps de Lissouba allait rentrer au Congo avec Jérémy Lissouba, sa maman et d'autres personnalités qui sont venues du Congo pour, je dirais, le ramener. Jérémy a écouté ses grands frères, Jérémy a écouté ses oncles, Jérémy a écouté la famille, et nous sommes tous d'accord que le président Lissouba ne doit pas rentrer au Congo dans les conditions actuelles, puisque le président avait exprimé. D'ailleurs, vous savez bien que nous sommes des Bantous. J'entends là, je lis pas mal d'informations qu'il faut un testament. Vous savez que quand ton père te parle, c'est un testament dans la culture bantou. Et nous savons que le président Pascal Lissouba a parlé et a toujours dit « Vous me ramènerez au pays lorsque les conditions démocratiques seront réunies ». Nous sommes dans la même logique et je pense que Jérémy est également dans la même logique et j'espère qu'il ne changera pas d'avis, que nous resterons dans cette vision jusqu'à ce que nous puissions ramener le corps du président dans les meilleures conditions, dans des conditions de liberté, dans des conditions de démocratie. Et ça sera une très grande fierté pour tout le peuple de recevoir la dépouille du premier président élu démocratiquement au Congo-Brazzaville. Alors, il faut dire une chose, aujourd'hui, l'opinion est divisée entre certains militants et les proches de la famille. On l'a bien compris que Jérémy Lissouba était prêt à repartir à Tingidi avec la dépouille de son père. Finalement, les conseils des oncles et frères que vous êtes l'ont dissuadé. Est-ce que vous craignez que demain, une décision soit prise unilatéralement, puisque le président Lissouba sera enterré du côté de Perpignan,
qu'une décision soit prise, que Lissouba rentre au Congo malgré l'opposition qui est la vôtre? Mais je ne crains pas cette hypothèse parce que je sais, nous avons mis en place déjà une pétition et je demande donc à tous les Congolais pris de liberté de la signer et ça sera un document de pression auprès de ceux qui seraient tentés d'emmener ce corps. Je ne crains pas, je sais que le président Pascal Lissouba a toujours dit à tous ses fidèles, à tous les enfants, à tous ceux qui étaient proches de lui, de ne jamais ramener son corps tant que le général Félon sera toujours au pouvoir à Brazzaville. Donc, c'est cela dont on parle. On n'est pas en train de parler de négociations dans tous les sens du terme. Il faut respecter la parole du président Pascal Lissouba. Voilà, respecter la parole, respecter sans doute aussi les signatures. Jusqu'à maintenant, il n'y a que son signataire, hein, mon cher Kovalen Tibinda, sur 10 000 signatures attendues. On n'a pas vraiment, je dirais, un engouement pour ceux qui voudraient voir le président rester en France. Alors, sur le papier que nous avons, l'appel que nous avons fait à la famille hier, il y avait déjà 60 signataires. Et nous avons déjà ouvert cette pétition. En 24 heures, nous avons eu 100 signatures, ce qui signifie qu'aujourd'hui, nous sommes à 160 Congolais qui ont signé. Et si vous regardez, vous verrez qu'il y a beaucoup de gens de très haut calibre qui ont signé cette pétition. Des gens comme mon aîné Marion Manzimba, des gens comme Guy Mafimba, des gens comme Brice Samba, Bruno Mouillet, tous ces cadres de la diaspora ont bien compris la nécessité que le président Pascal Lissouba ne soit pas déshonoré à Brazzaville. Voilà, un homme qui ne veut pas le déshonneur. Certains le défendent aujourd'hui, d'autres estiment qu'il devra aller se reposer là-bas au Congo. Est-ce que, Kovalen Tibinda, vous pensez que l'opinion, notamment celle qui est contre ce retour au Congo, l'emporterait sur la volonté du pouvoir de Brazzaville et sur une partie de la famille qui est prête, elle, à pouvoir ramener Lissouba reposer à Tingidi? Bon, je sais, je viens de la politique, je sais que le président Sassou veut tirer bénéfice d'une telle situation. Donc, ça rentre dans le cadre de la stratégie politique. Maintenant, en ce qui concerne ceux qui ne veulent pas le retour, je peux vous dire que j'ai des nouvelles d'Olizy, j'ai des nouvelles de Pointe-Noire, de Brazzaville, et les échos que j'ai, c'est que beaucoup les millions de gens qui ont voté cet homme, les millions de personnes qui ont voté cet homme en 92, beaucoup d'entre eux sont contre le retour de cette dépouille mortelle dans les conditions actuelles. Donc, je ne crains rien car je sais que le président Pascal Lissouba ne sera pas déshonoré. Malheur à celui qui oserait amener ce corps à Brazzaville. Voilà, donc aujourd'hui, pour vous, toutes les conditions sont réunies en entendant que Lissouba reste et se repose du côté de Perpignan. Lissouba reste et se repose du côté de Perpignan. Nous savons également qu'au niveau de Paris, il y a possibilité de l'enterrer à côté de son fils, mais pour l'instant, il est à Perpignan et il n'est pas question de le ramener devant ses bourreaux. Donc, nous devons tout faire pour éviter cette humiliation. Monsieur Sassou Nguesso représente la prise de pouvoir par les armes. Monsieur Sassou Nguesso représente le pouvoir par la force. Le président Lissouba représente la démocratie. Le président Lissouba représente l'état de droit. Il n'y a rien de commun entre ces deux personnages. Est-ce que vous craignez, comme certains l'ont dit, qu'il y ait des rites spécifiques sur les restes de Lissouba une fois son corps rentré au Congo? Bon, je ne suis pas très spécialisé dans ces rites, mais je peux tout simplement vous dire que Lissouba, c'est une entité. Lissouba, c'est un égrégore. Donc, je sais que dans ce monde, on peut faire des choses sur un corps. Donc, ça, il faut à tout prix éviter
que des gens mal intentionnés aillent jouer avec le corps du président Pascal Lissouba. Je vous ai dit que si vous prenez le corps du pape Jean-Paul II et que vous le mettez sur un territoire de talibans, les talibans vont jouer avec ce corps. Donc, il n'en est pas question. Le président Lissouba doit rester ici, son corps doit rester ici. Nous le ramènerons le moment venu lorsque les conditions démocratiques seront réunies. Voilà, en attendant que ces conditions soient réunies, Covalent Tibinda Kwangu, on va suivre un élément, puisque vous êtes président d'un think tank sur l'Observatoire panafricain sur la tribalité. On va écouter Pascal Lissouba par rapport à cette question de tribu. Ceux qui nous ont précédés, je fais allusion à Youlou, je fais allusion à Massamba Deba, je fais allusion à Opango, qui m'a également pris en affection d'une manière assez touchante, que on parle du mausolée pour la réhabilitation de la mémoire de Massamba Deba et de Youlou, mais je crois qu'il faudrait associer également Opango. Je crois qu'il faudrait associer également celui que j'ai moins connu parce que j'étais très jeune à l'époque, Félix Tchikaya. Je crois que ce sont des grands hommes, ils nous ont laissé un héritage. Ils nous ont laissé un Congo uni. Souvenez-vous, vous étiez encore très jeune, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Souvenez-vous s'il vous plaît, que lorsque, en 63, je n'étais pas là, mais on me l'a rapporté. Je pense que c'est correct, car je me suis informé auprès de lui-même au Pango. On proposait au Pango de prendre la succession de Youlou, d'être le Premier ministre. Il a répondu, je ne serai jamais dans un gouvernement dans lequel Fulbert ne s'y trouve pas. C'est remarquable. Voilà déjà un gage de cette unité que nous recherchons aujourd'hui, qu'il serait peut-être souhaitable de préserver contre vents et marées. Vous en pensez le tribalisme dans notre pays? Oui, j'ai consacré une réflexion là-dessus et compte tenu des contraintes de notre temps, je pense que c'est très difficile. J'ai qualifié en son temps le tribalisme de solidarité primitive. Bon, certains collègues comme Benga m'en ont fait grief en disant elle n'est pas primitive, elle est première. Bon, passons sur la forme. Je pense que le tribalisme est essentiel parce que c'est un élément de notre culture, la tribu. Mais si cet élément de notre culture est utilisé à des fins limitées, si vous voulez, ça devient un danger. Mais le conseil que j'ai toujours prodigué à mes jeunes et que j'ai toujours mis en moi-même comme ligne de conduite, il faut accepter le tribalisme et non chercher à le nier. Car tous les chefs d'État que j'ai vus et qui ont cherché à nier cette réalité, en réalité, ils ont fait pire que s'ils avaient accepté le tribalisme pour mieux le dépasser. C'est-à-dire utiliser le tribalisme pour mobiliser une certaine fraction de leurs compatriotes et non pas pour les utiliser comme étant, si vous voulez, une clientèle. La mort du tribalisme va se faire par des actions culturelles. Mais ce ne sera pas une mort. Et il n'est pas souhaitable qu'elle meure comme on pourrait l'entendre enterrée, qu'on n'en parle plus. Non, parce qu'il s'agit d'une forme de diversité. Et vous avez rappelé que les biologistes aiment bien la démocratie. Je vous dirais simplement que pour un biologiste, l'homogénéité, c'est la mort. La diversité, c'est la vie. Il faut que notre peuple vive, il faut que son génie s'exprime dans toute sa diversité. Alors, il ne faut pas tuer le tribalisme au sens brutal du terme. Il faut laisser s'exprimer notre population et surtout son génie. Covalent Tibinda Kwangu, réaction? Ça fait plaisir d'écouter le président et je pense que vous comprenez maintenant d'où vient l'inspiration de Covalent Tibinda Kwangu. Parce que Covalent Tibinda Kwangu a parlé de tribalité. Et pendant plusieurs années, j'ai développé le même concept. Nous avons un véritable problème dans notre pays, c'est la construction d'une nation. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons des populations qui vivent à l'intérieur d'un territoire de 342 000 km². Nous ne sommes pas encore un peuple. Pour devenir un peuple, il va falloir
une agrégation des tribalités. Il va falloir un vivre ensemble entre toutes les tribalités. Donc, tout le problème que pose le président Pascal Lissouba, c'est la construction d'une véritable nation dans notre pays. Mais pour cela, il faut la démocratie, il faut des institutions saines, il faut la méritocratie, il faut abandonner le népotisme. On ne peut pas créer ou mettre en place une nation lorsqu'on favorise ses enfants, lorsqu'on favorise ses neveux, lorsqu'on favorise que les gens de son ethnie, de sa tribu. Donc, vous voyez, toutes ces problématiques, il va falloir que nous puissions les digérer dans les prochaines années. Le président Pascal Lissouba est parti, mais il nous laisse encore cette réflexion. Comment on peut construire une nation entre toutes les tribalités qui existent à l'intérieur du territoire congolais? Et je crois que c'est le défi, c'est l'utopie réalisable de notre génération. Et j'espère que nous ne quitterons pas cette terre sans avoir réalisé, sans avoir mis en place les conditions de construction d'une nation une et indivisible. Alors, vous le savez très bien, Covalent Twina Kwangu, qu'aujourd'hui, le tribalisme, je dirais, dans sa forme primaire, est quand même le cancer du Congo, notamment dans le vivre ensemble. On en parle tous les jours. Le président Lissouba en parle, lui. Est-ce que le tribalisme vu par Lissouba, ce serait le bon tribalisme? Alors, le président a appelé ça tribalisme et moi, je l'ai adouci en l'appelant tribalité. Parce que moi, je considère que le tribalisme, c'est avoir de l'agressivité vis-à-vis des autres composantes de l'unité nationale. Alors que la tribalité, c'est nos valeurs. La tribalité, c'est nos coutumes. La tribalité, c'est ce qui fait que nous puissions vivre ensemble, que nous puissions partager. Alors, qu'est-ce qui peut faire que le Vili de Pointe-Noire vive ensemble avec le Mochidoyo? Qu'est-ce qu'ils peuvent partager? Qu'est-ce qui peut les unir? C'est ça la tribalité. Aujourd'hui, je pense qu'il y a du tribalisme, mais ce tribalisme, il faut le rendre plus doux en parlant plutôt de tribalité. Et je pense qu'en développant le vivre ensemble entre toutes les composantes de l'unité nationale, les 75 ethnies qui existent actuellement au Congo, on va pouvoir construire une véritable nation et on va pouvoir construire un véritable pays. 60 ans après les indépendances, vous pouvez constater que nous n'avons même pas encore fait un début de chemin dans la construction d'une véritable nation. En attendant de construire cette nation Covalent Twina Kwangu, on va rester sur cet aspect lié au tribalisme, puisque c'est l'expression ou le mot consacré du côté de Brazzaville. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on ne reprocherait pas à Lissouba lui-même d'avoir plus ou moins entretenu ce tribalisme dans sa forme grégaire au moment où lui, il arrive au pouvoir? Je suis très étonné de votre question parce que Lissouba n'a jamais nommé un Zébi à un poste au Congo. Lissouba, c'est un Zébi et je ne me souviens pas qu'il ait nommé un enfant à un poste de responsabilité. Je ne me souviens pas que Lissouba ait nommé un neveu au gouvernement. Donc, je suis très étonné par la question que vous posez, puisque le président Lissouba, qui est lui-même de l'ethnie Zébi, n'a jamais nommé, comme on le voit aujourd'hui, on n'a jamais entendu qu'un fils Lissouba aurait acheté des biens à New York. Donc, vous voyez que ce n'était pas un tribaliste, puisqu'il a travaillé au dépotisme. On ne parle pas de dépotisme, parce que nommer son fils, on est dans le dépotisme. Sauf que on parle du tribalisme et Lissouba a été identifié à 3 régions, pour le dire ainsi, géographiquement situées au Congo. À partir de là, est-ce qu'il n'a pas entretenu son pouvoir qu'avec ces régions-là, en écartant les autres? Alors, le problème, c'est qu'il a été, il a été identifié à 3 raisons, mais Kolela a été identifié à quoi? Tister Tikaya a été identifié à quoi? Sassou Nguesso a été identifié à quoi?
on voit bien qu'on revient à la question de la tribu et des composantes ethniques du pays. Lissouba n'est pas le responsable de la sociologie congolaise. Lorsqu'on a dit aux Congolais allez voter, il y a des gens qui se sont sentis proches, dans le Grand Niari, de voter Pascal Lissouba. Mais comme il y a des gens qui se sont sentis proches à Pointe-Noire de voter Tister Chikaya. Les Congos de Boko ont voté Milongo. Et les Lari ont voté Konela. Donc, tout le problème, c'est comment on arrive à construire un pays avec toutes ces composantes, puisque nous savons très très bien qu'il n'y a ni gauche ni droite, et que les gens votent en fonction de considérations ethniques. Mais ce n'est pas Lissouba qui est le responsable de cet état de fait. Lissouba a trouvé un pays qui vote comme ça. Donc, la réalité sociologique du Congo est ressortie au moment où on a dit aux gens, allez, il faut choisir un président de la République. Est-ce que c'était le bon système qu'il fallait choisir à la conférence nationale? On a créé des partis un peu n'importe comment. Peut-être qu'on aurait dû en créer que 2. Peut-être que ça aurait limité, par exemple, le tribalisme. Peut-être avoir un parti de gauche, un parti de droite, un parti écologiste aurait suffi au Congo. Aujourd'hui, il y en a 200 partis. En général, c'est des partis familiaux et claniques. Donc, il faut sortir de ça. La démocratie, ce n'est pas la pagaille. La démocratie exige que les choses soient organisées. C'est pour cela que je vous parlais d'institutions saines. Si vous mettez au Congo des institutions saines, les gens voteront en fonction, moins en fonction de leurs convictions ethniques, mais plus en fonction des considérations sociales. Donc, Lissouba n'est pas responsable de cette sociologie, Monsieur Sir Makosso. Voilà, c'est un fait. Alors, Kovana Tibinda Kwangu, certains qui vous voient ce soir vous découvrent, alors que vous êtes quand même, je dirais, un vieux militant de la cause et de la démocratie au Congo. Vous avez disparu, si vous me permettez l'expression, au lendemain du référendum de 2015. Vous réapparaissez aujourd'hui sur Ziana TV, malheureusement avec la mort du président Pascal Lissouba. Est-ce que vous étiez toujours attentif à l'actualité congolaise ou bien vous étiez coupé? Qu'est-ce que vous étiez devenu durant quasiment 5 ans Kovana Tibinda Kwangu? Mais écoutez, il faut remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'en 2014, nous avons fait un travail extraordinaire avec les autorités françaises. Nous avons été à l'origine du discours de Dakar du président Hollande. Et le président Hollande avait dit qu'il serait impitoyable avec les pays qui allaient modifier leur constitution. Nous sommes arrivés en 2015. Les choses ont changé, les choses ont tourné à l'avantage du président Sassou, malgré nos contacts avec les différents services, Élysée, Matignon et tout le reste. À partir d'octobre 2015, le président Hollande a fait une déclaration incroyable. Le président Sassou Nguesso a le droit de consulter son peuple. On savait qu'à ce moment-là, c'était terminé et que même les élections qui arrivaient étaient déjà gagnées d'avance. À ce moment, j'ai pris du recul parce que j'ai voulu, ça faisait 14 ans que j'étais en action. Et j'ai voulu un peu penser à moi, j'ai voulu revenir à moi-même, travailler sur ma force intérieure, travailler sur ma propre vie et puis revenir plus fort aujourd'hui. Je pense que c'est aussi bien de temps en temps de laisser d'autres continuer le combat et d'être plus spectateurs, puisque, comme vous avez posé la question au début, vous m'avez dit, est-ce que vous suiviez? Oui, je suis l'actualité, je suis Ziana TV, je regarde ce qui s'y passe et je regarde toutes les problématiques, toutes les questions qui sont posées dans la société congolaise. Alors, Kovana Tibinda Kwangu, sans doute pour vous rafraîchir la mémoire, après 5 ans, on va repartir sur une archive Ziana TV à Lyon. On va vous écouter et ensuite nous commenterons ensemble. Et Sassou Nguesso, au lieu de nous dire au revoir, nous dit
Je continue à jouer avec vous. Je continue à vous faire souffrir. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Non. Oui, on ne peut pas accepter ça. Voilà pourquoi, puisque nous n'acceptons pas ça, nous devons agir. Mais comment agir? Parce que nous sommes loin. Certains disent, vous êtes loin, vous faites du bruit à Paris. Oui, on peut quand même dire que si, jusqu'à présent, les institutions internationales n'ont pas permis que Sassou Nguesso modifie la Constitution, c'est quand même parce qu'il y a nous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que nous pouvons envoyer nos parents, nos enfants, aller devant ce criminel? Est-ce que vous voulez un nouveau 350 disparus du beach? Soyons sérieux. On ne peut pas de Paris et de Lyon, alors que nous sommes là, dire allez-y, allez vous faire tuer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour nous, il faut mobiliser d'abord le peuple, mais il faut mobiliser le peuple pacifiquement. N'envoyez pas les gens mourir. Il faut mobiliser le peuple pacifiquement. Comment on peut faire? Il faut mettre des comités de résistance dans chaque quartier, chacun avec un drapeau blanc, pour montrer que nous luttons pacifiquement et que nous ne sommes pas en train d'envoyer nos enfants, nos mamans à la mort. Et si, sur place, vous avez les populations munies d'un drapeau blanc qui affrontent le régime de Brazzaville, là, on peut commencer notre lutte. Il y a deux niveaux au niveau de la lutte. Il y a d'abord le niveau intérieur et le niveau extérieur. Au niveau extérieur, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, au CUP, nous avons décidé la mise en place d'une table ronde des forces vives de la nation pour mettre en place les institutions de la transition et nous rentrons le 4 décembre à Brazzaville. Il ne sera pas trop tard. Il nous faut des institutions reconnues par la communauté internationale et nous rentrons affronter ça sur place. Sinon, si nous n'allons pas vers une table ronde, ça va être très difficile pour nous. Il faut que toutes les forces vives de la nation se réunissent pour mettre en place dès maintenant les conditions d'une transition politique. Parce que Sassou Nguesso doit partir et nous devons installer une transition pour restaurer la constitution du 15 mars 1992. Covalin, tu viens c'est un beau souvenir. Ben, voilà, j'aimerais que vous réagissiez déjà par rapport à ça. Il y a un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, finalement, Sassou est toujours là, il a toujours raison. La constitution a été changée et il faut peut-être l'avouer que finalement, vous avez échoué. Ouais, on a échoué, mais alors je parlais de deux choses à l'époque. Je parlais de la tenue d'une table ronde des forces vives de la nation congolaise. Ensuite, lorsque la tenue de cette table ronde des forces vives allait se tenir, on allait rentrer. Alors ça, on a été, cette table ronde, on l'avait proposée au service de l'Élysée. Cette table ronde avait été acceptée. Le président de cette table ronde, c'était Noël Mokala. Et j'étais, moi, un des vice-présidents. Il y avait le vieux Nanité Lamio au Canada, qui est paix à son âme. Et on avait constitué comme ça les préparatifs de cette table ronde jusqu'à ce que le 25 octobre 2015, le président François Hollande ait dit, nous a lancé pratiquement, nous a mis dans une situation difficile, puisqu'il a dit que Sassou pouvait modifier, avait le droit de consulter son peuple. Donc, à partir de ce moment, la table ronde des forces vives de la nation, qui devait se tenir à Paris, n'a pas pu avoir lieu, et le Canada a pris le relais avec le vieux Nanité Lamio. Et sur place au Canada, on avait réussi à avoir des contacts avec le Premier ministre canadien. Et bon, malheureusement, vous savez, on est en politique, il y a de la géopolitique, de la géostratégie. Toutes ces choses n'ont pas pu aboutir. Nous n'avons pas eu la protection internationale que nous attendions pour pouvoir rentrer au Congo le 4 décembre 2015, comme nos partenaires nous l'avaient demandé.
C'est dommage, mais il y aura d'autres victoires dans le futur. Parmi les victoires qu'on peut reconnaître à Denis Sassou Nguesso, c'est qu'il a bien modifié la Constitution et cela a été fait malgré la pression qui était la vôtre. Vous devez aller le côté dehors. Il a modifié la Constitution avec l'appui du président Hollande. Alors vous avez cet appui. Qu'est-ce qui a fait que cet appui est tourné en faveur de Denis Sassou Nguesso alors que vous nous expliquez que tout était fait pour le bouter dehors? Ben, écoutez, le président, il faut demander au président Hollande. J'ai demandé d'ailleurs à le rencontrer très récemment. Bon, j'espère pouvoir un jour avoir une discussion avec lui parce que à l'époque, il avait été bien dit que tous les pays qui modifieraient leur constitution ou qui auraient pour projet de modifier la constitution ne devaient plus avoir de relation avec la France, que la France aurait une attitude négative vis-à-vis d'eux. Et la France allait travailler avec la société civile, avec nous, avec les opposants. Malheureusement, nous n'avons pas vu venir toutes ces promesses. Finalement, le 4 décembre 2015… Le 4 décembre 2015 est un raté puisque le président, nous n'avons pas eu les soutiens nécessaires pour pouvoir rentrer à Brazzaville. Vous savez ce que c'est la politique. On ne rentre pas au Congo ou dans un pays si vous n'avez pas le soutien de la communauté internationale. Donc, Sassou peut continuer à régner sans problème. Ben, pour que Sassou ne règne plus sans problème, il va falloir que toutes les forces vives de la nation se réunissent. Il faut l'unité des Congolais, l'unité des tribalités, afin que nous puissions construire ensemble, afin qu'on puisse construire ensemble une véritable nation démocratique, sociale et prospère. Vous parlez d'unité des forces vives et pourtant vous les connaissez aussi dispersées ici, notamment au sein de la diaspora. Vous suivez cette actualité avec énormément d'initiatives en ce moment. Bah, écoutez, dispersé, indiscipliné, avec beaucoup d'ego de chaque personne. Je pense que nous devons apprendre à travailler en groupe. Nous devons apprendre à travailler ensemble. Il y a le principe des 5 mains. Hein. Vous savez, les 5 mains constituent une force. Personne ne peut avoir de force avec un doigt. Donc, je pense qu'il faut que les Congolais s'unissent et que nous puissions travailler ensemble, construire ensemble une véritable force politique, économique et sociale. Vous savez, les gens parlent souvent de créer des organisations, mais je suis le premier, lors de ma déclaration en 2009, au Focus 2009, je disais qu'il fallait construire une force politique, mais aussi économique. Et à ce jour, nous n'avons construit ni une force politique, ni une force économique, parce qu'il y a trop d'ego à l'intérieur de la diaspora. Voilà, trop d'ego et trop d'initiatives. Vous les connaissez pour certaines, notamment la toute dernière, celle qui consiste à organiser des primaires de la diaspora. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben écoutez, organiser des primaires de la diaspora, pourquoi faire? Pour aller participer à des élections avec Sassou Nguesso? Je vous pose la question, monsieur Makosso. Ah ben, il faut la poser peut-être aux organisateurs. Ben, écoutez, si c'est pour aller participer à des élections avec Sassou Nguesso, ça veut dire que nous reconnaissons la Constitution, du 25 octobre 2015. Et pourtant, vous avez des amis qui sont partis sous cette Constitution, Kovalan Tibinda. Oui, mais vous savez, il y en a qui n'ont toujours pas de principe. Nous considérons que la démocratie a été bafouée le 15 octobre 1997. La seule constitution valable au Congo-Brazzaville est la constitution du 15 mars 1992. Et dans le préambule de cette constitution, il est écrit qu'en cas de coup d'État, si quelqu'un prend le pouvoir par les armes, le peuple doit se lever et combattre ce régime par la désobéissance civile. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en opposition, en résistance vis-à-vis du régime Sassou, selon le préambule de la Constitution du 15 mars 1992. Donc, nous, on sait quelle est notre ligne, on sait quel est le texte qui constitue notre base de combat. Parce que vous avez bien vu que je n'utilise pas le mot opposant, que j'utilise le mot résistant. On est opposant dans un régime démocratique. Au Congo, il n'y a pas de démocratie. Les opposants qui sont là sont des rigolos.
Je pense qu'on ne peut pas, se faire des primaires pour aller participer à des élections à Brazzaville. Alors, finalement, il faut quand même dire une chose, Kovalen Tibina. Est-ce que vous n'êtes pas dans le déni, puisque vous le savez, certains de vos amis, et peut-être même certains, qui ont été avec vous aux premières heures de cette lutte, oui, mènent leurs actions en fonction de cette constitution. À quel moment auriez-vous un autre texte qui vous permettrait de légitimer vos actions par rapport à certaines actions que vous devrez mener au Congo? Ben, écoutez, si vous vous souvenez, il y a eu en France une loi Vichy. Lorsque De Gaulle revendiquait, lorsqu'il résistait, il disait qu'il fallait rétablir la République. La République a été brûlée le 15 octobre 1997. Le rôle des démocrates, le rôle des résistants est de rétablir la Constitution du 15 mars 1992, quitte à ce qu'elle soit modifiée après par des véritables démocrates. Mais aller participer à des élections avec Sassou Nguesso, c'est aller se mettre à genoux devant un tyran, devant quelqu'un qui représente la prise du pouvoir par les armes. Il y a des Congolais qui sont morts parce qu'ils ont voulu maintenir la Constitution du 15 mars 1992. Les disparus du beach, souvenez-vous, on les fait rentrer, on les massacre. Combien de Congolais tués parce qu'il fallait revenir au pouvoir par la force? On invente une histoire qu'on dormait alors qu'on avait préparé le coup d'État avec les forces sombres de la France-Afrique. Et là, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui se reconnaissent dans les institutions issues de la Conférence nationale souveraine doivent se mettre ensemble pour rétablir les institutions issues de la Conférence nationale souveraine. C'est ça le vrai combat. Le combat, ce n'est pas participer à des élections au Congo. On peut rester 40 ans dans l'opposition et avoir une dignité et une position. Et vous reconnaîtrez que cette question, cette vision, je la donne depuis 20 ans. Oui, alors Kovalen Tibina Kwangu, vous parlez d'une table ronde par rapport à votre programme en 2015, sauf qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a repris la main. Il a un homme qui est chargé d'organiser les choses si les Congolais doivent se parler. C'est Martin Berry. Est-ce que vous avez des contacts avec lui dans ce sens-là? Non, mais Martin Berry, nous le connaissons. Il a fait partie, à un moment donné, il a été proche du président Pascal Lissouba. Il a été même, après la guerre, ministre de Sassou. Nous connaissons ces gens qui passent de gauche à droite, qui ne savent pas pourquoi ils sont avec l'un ou l'autre. Si le président a nommé ce monsieur, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi, parce qu'il y a d'autres cadres qui auraient pu faire le boulot. Si la négociation consiste à dire que M. Sassou reconnaît qu'il avait fait un putsch en 1997 et qu'il est prêt à revenir aux prescriptions de la conférence nationale, nous sommes prêts à rencontrer M. Berry. Mais si c'est pour toute la mascarade qui se passe à Brazzaville, ça ne sert à rien. Pascal Lissouba a laissé un héritage notamment aux Congolais, un parti, l'UPADS. Est-ce que vous pensez que son esprit continue à diriger ce parti ou bien il a changé de bord? Le président Lissouba n'a pas laissé d'héritage à travers cette UPADS que vous voyez. Ça, on peut dire que c'est une UPADS qui a muté. Parce que l'UPADS a muté par vous. Hein. Oui, il n'y a rien dans cette UPADS. C'est la collusion avec les forces sombres qui ont détruit le pays, qui ont fait rentrer dans le pays des Angolais, des Tchadiens, pour tuer des Congolais. Et vous avez des gens comme Tassima Biala qui sont là et qui essaient de donner une légitimité au pouvoir de Brazzaville. Puisqu'au niveau international, on dit que c'est l'opposition. Vous avez déjà vu dans un pays un opposant nommé chef de l'opposition? C'est la première fois que je vois ça, Monsieur Sirmakosso. Ça vous montre le niveau de collusion qui peut exister entre cette UPADS et, on peut dire, cette UPADS qui a muté et la vraie UPADS. La vraie UPADS, c'est nous. C'est nous, la vraie UPADS. C'est-à-dire celle qui reconnaît
la Constitution du 15 mars 1992 et nous reconnaissons le président constitutionnel issu de cette Constitution, qui est Pascal Lissouba, qui vient de partir. Les autres ne sont là que pour... ils utilisent le nom de Lissouba pour se faire de l'argent. Mais nous l'aimons, nous avons sa vision de la petite Suisse, nous avons sa vision de faire du Congo un grand pays, un pays prospère et un pays développé. Voilà, faire du Congo un pays prospère, un pays développé. Covalent Tibinda Kwangu, nous arrivons à la fin de cet entretien. Si les Congolais qui nous suivent ce soir devaient retenir quelque chose de Lissouba, ce serait quoi concrètement? Le démocrate, la démocratie, le goût de l'excellence, l'intelligence. Qu'est-ce que je peux rajouter? Un homme de paix, un homme aimant, quelqu'un qui représente vraiment tout ce qu'on peut considérer de bien dans l'humain. C'est un homme qui n'a pas le goût du sang. C'est un homme qui ne peut pas tuer. C'était un vrai homme. C'est pas un homme animal. C'est un homme très élevé. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était l'une des plus grandes âmes qui soit sortie de la terre congolaise. C'est pour cela que je demande à tous ceux qui se reconnaissent encore dans les idées de cet homme, à tous ceux qui se reconnaissent dans la Constitution du 15 mars 92, il faut aller, on ne vous a pas demandé de l'argent, il faut signer la pétition pour éviter que le corps du président rentre au Congo. Je vous invite à signer cette pétition et nous serons tous vainqueurs ensemble si le corps du président Pascal Lissouba n'est pas exposé devant ses bourreaux, devant ceux qui ont détruit la démocratie dans notre pays. Voilà, on a bien compris. Donc, voilà, on a bien compris, Covalent Tibinda Kwangu, que vous tenez à rappeler cette pétition. Aujourd'hui, les Congolais vous suivent. Vous avez donné des éléments qui pourraient faire en sorte que ceux qui nous suivent ce soir aient toujours une pensée à Pascal Lissouba. Le combat qui est le vôtre depuis plusieurs années aujourd'hui, restaurer la démocratie au Congo. Quel message auriez-vous à donner aux Congolais ce soir, puisque cela fait au moins 5 ans que vous n'avez plus pris la parole publiquement? Vous la prenez ce soir. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, Covalent Tibinda Kwangu? Mais je peux dire à mon peuple tout mon amour pour ce peuple au-delà de toutes les ethnies du nord, du sud. Je veux qu'on construise une véritable nation. Je veux qu'on construise un pays en tenant compte de nos différences. Je veux qu'on puisse être unis du nord au sud du Congo. Je veux que le Congolais puisse se soigner. Je veux que le Congolais puisse manger à sa faim. Je veux que le Congolais soit heureux. Aujourd'hui, c'est ce peuple, lorsque vous appelez au Congo, est toujours dans la souffrance. Je veux que le peuple congolais devienne un peuple qui se dit on a un beau pays et on peut être unis du nord au sud du Congo. Je veux qu'on construise une armée nationale. Je ne veux plus d'une milice ethnique à l'intérieur de mon pays. Je veux que mon pays soit grand. Et pour cela, je veux que nous puissions tous nous mettre ensemble pour restaurer les institutions, la Constitution du 15 mars 1992, seule émanation du pouvoir du peuple, puisque le peuple avait donné le pouvoir à Pascal Lissouba. Le président Pascal Lissouba ne l'a jamais remis à quiconque. Il est mort, mais il reste le symbole de cette démocratie naissante dans notre pays. Je demande au peuple congolais de garder espoir, malgré ces moments difficiles que nous sommes en train de vivre. Un jour, un soleil nouveau se lèvera au Congo et une nouvelle ère arrivera. Et j'imagine que ce sera une ère démocratique, une ère où nous serons tous heureux, nous rentrerons tous au pays. Il n'y aura plus de diaspora qui sera grande en France ou dans les autres pays, mais nous rentrerons tous pour construire la nation. Je vous remercie. Merci, Covalent Tibinda Kwangu. Merci à vous. À très bientôt, M. Siamakoso. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez cet entretien avec mon invité, M. Covalent Tibinda Kwangu. Merci
de nous avoir suivis. Les programmes de Ziana TV continuent. Demain, nous aurons d'autres invités, toujours pour rendre un hommage à l'illustre disparu, Monsieur le professeur Pascal Lissouba. Faut pas blaguer Ziana TV, il n'y a pas de Ziana TV, la chaîne qui nous redonne de l'espoir. Ziana TV, c'est la chaîne qui nous accompagne au quotidien. Ziana TV, c'est la chaîne qui te dit vas-y on avance, allez, allez, on y va ensemble. Ziana TV, faut pas blaguer Ziana TV, il n'y a pas de